Alors que le Togo se remet à peine de la pénurie d'essence de janvier dernier, la capitale togolaise est de nouveau confrontée à cette situation en ce mois de mai. Cette situation est une réalité difficile pour les Togolais. La pénurie d'essence, ça pèse beaucoup sur nous, ça pèse beaucoup même. Parce que déjà la hausse des prix d'essence, 1 litre à 700, on croyait que ça va diminuer, mais maintenant c'est rare à en trouver encore là, c'est très difficile pour nous. Cette pénurie, nous la vivons mal parce que tout d'abord, on a des difficultés à trouver de l'essence et puis quand on a des difficultés à trouver de l'essence, on n'arrive pas à vaquer à nos occupations parce que de plus en plus, nous sommes motorisés et quand on n'arrive pas à trouver de l'essence, nous n'arrivons pas à circuler et vaquer à nos occupations, quoi. Donc du coup, nous la vivons mal, cette pénurie. L'autre fois, j'ai vécu un truc, j'étais allé à une station et on servait de l'essence là-bas à la station. Et j'ai fait la queue durant des heures. Maintenant, arrivé à mon tour, on me dit que je ne peux pas trouver la quantité d'essence que je veux. Or, je devais parcourir un long trajet. Donc du coup, à cause de ce truc, je n'ai pas pu aller où je veux, quoi. Nombreux sont-ils à faire les rangs dans les stations d'essence afin de s'approvisionner. Cet approvisionnement reste une autre étape de la situation pénible que la population est en train de vivre. J'ai vu une queue pas possible, ou bien des queues pas possibles sur l'ensemble, surtout en ville. Et on ne nous explique pas ce qui se passe en réalité. C'est désolant que vous voulez aller au boulot et que vous n'avez pas de carburant dans votre véhicule. C'est compliqué. Priez au gouvernement de nous trouver une solution rapide. Notons que face à cette situation, la ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation locale a, par le biais d'un communiqué, tenu à apaiser les craintes de la population. Pour l'heure, cette situation paralyse de nombreuses activités économiques et sociales. Alors que les tensions s'intensifient entre le Bénin et le Niger, ce dernier se tourne vers le Togo pour renforcer ses accords bilatéraux. En effet, le Niger vient d'exclure les camions béninois de l'enlèvement du fret au port de Lomé. Autrement dit, le Niger interdit aux camions immatriculés au Bénin l'enlèvement des marchandises au port autonome de Lomé. Selon les autorités nigériennes, cette décision est conforme à l'accord bilatéral de transport routier entre la République du Niger et du Togo, ce qui signifie également que seuls les camions ou véhicules immatriculés au Niger et au Togo sont autorisés à effectuer une telle opération. Mais en cas de forte demande, les véhicules immatriculés au Burkina Faso, au Ghana et au Mali seront aussi autorisés à enlever le fret nigérien du port autonome de Lomé. Par ailleurs, cette décision des autorités du Niger est une étape supplémentaire franchie dans l'escalade entre le Bénin et le Niger. Le Niger garde sa frontière fermée avec le Bénin pour des raisons de sécurité. Le Togo est un pays particulièrement vulnérable aux effets du changement climatique tels que l'augmentation des températures, les précipitations irrégulières et les événements météorologiques extrêmes. Cependant, malgré ces défis, le Togo s'efforce de renforcer sa résilience face au changement climatique. Tout d'abord, en matière de promotion de l'agroécologie, le Togo encourage l'adoption de pratiques agricoles durables telles que l'agroécologie pour atténuer les effets du changement climatique. Cela comprend la promotion de la diversification des cultures, la conservation de l'eau et la gestion durable des sols. Ensuite, en ce qui concerne la gestion des ressources en eau, le pays met en place des techniques d'irrigation pour faire face aux variations des précipitations et assurer un approvisionnement en eau adéquat pour l'agriculture, l'industrie et les populations locales. Aussi, le Togo travaille en étroite collaboration avec d'autres pays de la région du bassin de la Volta. Des initiatives régionales telles que la Commission de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Volta, OMVS, visent à promouvoir une gestion intégrée et durable des ressources en eau dans la région. Notons que le renforcement de la résilience du Togo face au changement climatique dans le bassin de la Volta est essentiel pour atténuer les effets négatifs sur l'environnement, l'économie et les populations locales.
En mettant en œuvre des stratégies d'adaptation et en collaborant avec d'autres acteurs régionaux, le Togo s'efforce de protéger ses ressources naturelles et de garantir un avenir durable pour ses habitants. Le renforcement du secteur du café au Togo représente une opportunité stratégique pour stimuler le développement économique et social du pays. En effet, en investissant dans les infrastructures, la formation et la durabilité, le Togo peut transformer son héritage caféier en moteur de croissance inclusive et durable. Cependant, des défis persistent. Les infrastructures de transport et de transformation restent souvent sous-développées, limitant la capacité d'exportation du café togolais. De plus, la volatilité des prix mondiaux et les effets du changement climatique posent des défis continus pour les agriculteurs et les entreprises du secteur. Ainsi, le Togo a cherché à attirer des investissements privés et des partenariats internationaux pour stimuler la croissance du secteur. Des initiatives telles que l'amélioration de l'accès au financement, la formation professionnelle et le développement des capacités ont été mises en place pour renforcer la compétitivité des producteurs locaux sur les marchés mondiaux. Ces efforts comprennent également la modernisation des infrastructures agricoles, l'introduction de techniques de culture améliorées, le soutien aux petits exploitants et la promotion de la durabilité environnementale et sociale dans la chaîne d'approvisionnement du café. Malgré les défis, le secteur du café au Togo offre des perspectives prometteuses. Avec un engagement continu en faveur du développement rural, de la durabilité et de l'innovation, le café togolais pourrait retrouver sa place sur la scène mondiale, créant ainsi des emplois, stimulant les revenus des communautés rurales et contribuant à la diversification économique du pays. L'ancien président du Gabon, Ali Bongo, entame une grève de la faim pour dénoncer des tortures dont plusieurs membres de sa famille seraient victimes. Soutenu par ses deux autres fils, Jalil et Bilal Bongo, eux aussi en résidence surveillée, Bongo proteste contre les actes barbares dont seraient victimes sa femme Sylvia et son fils Noureddine. Selon les avocats de la famille Bongo, Noureddine aurait été soumis à des coups de fouet et de taser. Sylvia aurait, elle, fait l'objet de coups et d'étranglements. Une plainte a été déposée à Paris pour obtenir la désignation d'un juge d'instruction chargé d'enquêter sur ces allégations. Une première plainte simple déposée par Sylvia Bongo en septembre dernier avait déjà été classée sans suite. Ali Bongo Ondimba a perdu le pouvoir suite à un coup d'État mené par le général Brice Oligui Nguema en août 2023. Dans un monde où le changement climatique devient de plus en plus pressant, des initiatives émergent pour éduquer les communautés, même les plus marginalisées. Bridget Chanda, une jeune Zambienne, incarne cette dynamique. Elle utilise la langue des signes pour enseigner les enjeux climatiques à la communauté sourde de son pays. Au départ, c'était difficile pour moi, car je ne connaissais pas la langue des signes. Donc il était très difficile de communiquer avec eux. Mais au fil du temps, j'ai compris que je devais apprendre leur langue pour pouvoir leur venir en aide. La Zambie, confrontée à des phénomènes météorologiques extrêmes, renforce l'éducation au changement climatique dans les programmes scolaires. C'est dans ce contexte qu'à seulement 18 ans, Bridget s'est engagée comme interprète aux côtés de l'activiste Elisabeth Motal. Je mène des sessions sur le changement climatique pour les membres de la communauté. Lorsqu'ils font face à des problèmes de précipitation, je leur apprends à stocker l'eau pour une utilisation ultérieure. Bien que j'ai rencontré quelques difficultés de communication, Bridget m'assiste généralement pendant les sessions et traduit en langue des signes pour eux. Saluant cette initiative, Elena Chandouet de l'association Campagne pour l'éducation des filles souligne néanmoins l'importance de fournir à ses élèves ayant des besoins spéciaux des interprètes plus qualifiés.
Nous faisons face à des défis persistants alors que nous cherchons à améliorer la manière de répondre aux besoins spéciaux, notamment pour les malentendants, en veillant à transmettre les informations de manière contextuelle. De plus, il existe des zones où les personnes ayant des besoins spéciaux ne disposent pas d'interprètes pour transmettre efficacement ces informations, surtout au niveau communautaire. En partenariat avec les ministères de l'Éducation en Zambie et au Zimbabwe, l'association a récemment lancé un programme d'éducation sur le climat dirigé par de jeunes diplômés. Un rassemblement géant à Katogota en hommage aux 365 personnes tuées le 14 mai 2000 dans ce village au sud Kivu, en République démocratique du Congo. Une procession qui va invoquer les dieux au bord de la rivière Ruzizi pour que la justice tant promise aux parents de victimes soit enfin réalité. Nous avons l'espoir que les cœurs de nos proches décédés seront ressuscités le premier jour par le Christ qui est vivant avec les autres qui sont décédés dans la foi. Nous te remercions pour toute grâce que tu as accordée à tes fidèles ici-bas. Un monument est érigé à Katogota en souvenir du massacre. À la chapelle Bon-Berger, l'association des victimes entretient l'espoir en attendant la justice. Des victimes continuent à réclamer et à pleurer chaque jour qu'il y ait justice. Puisque nous avons vu qu'il y a vraiment un silence de mort pour les gouvernements congolais et pour les partenaires du gouvernement congolais. Voilà un peu en grosso modo l'importance de ces monuments que la population avait érigés. C'est toujours en mémoire et pour rappeler le gouvernement que vraiment le silence ne suffit pas. Il faut passer maintenant par les actes, aux paroles par les actes. Vraiment c'est un crime très grave et la justice congolaise je pense qu'elle n'est pas compétente de traiter cette affaire. Il faudrait qu'il y ait comme une justice internationale au niveau de la République. C'est ce qu'on a toujours demandé. Parce qu'au fait, que parmi les piliers, il y a aussi les piliers de la justice. Et peut-être les auteurs peuvent être punis. Le massacre de Katogota avait été imputé aux rebelles du Rassemblement congolais pour la démocratie. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a promulgué mercredi un projet de loi visant à restructurer le système de santé. Cette réforme a pour objectif de lutter contre les profondes inégalités, la majeure partie de la population n'ayant pas les moyens de se payer des soins de santé privés. En substance, l'assurance maladie nationale est un engagement à éradiquer les inégalités flagrantes qui déterminent depuis longtemps qui reçoit dans notre pays des soins de santé adéquats et qui souffre de négligence. En mettant en place un système qui garantit l'égalité d'accès aux soins de santé, quelle que soit la situation sociale et économique d'une personne. Social and economic standing and circumstances. Ce nouveau projet se heurte à de nombreuses critiques. Certains craignent que oui, du jour au lendemain, un boom va se produire et nous vous disons que cela se fera par étapes. Si vous avez peur de l'assurance maladie nationale, ayez confiance dans le fait que nous allons mettre en œuvre cet AMN de manière progressive afin de garantir que chaque sous-étape devienne une étape importante pour rendre l'AMN beaucoup plus efficace. Actuellement, 80% de la population dépend des services de santé publique, alors que 16% seulement ont accès à des soins de santé privés par le biais de plans d'aide médicale. Les partis d'opposition accusent Ramaphosa d'utiliser la loi comme une stratégie de campagne en l'annonçant près de 2 semaines avant des élections très attendues.
Blockout 2024, c'est la nouvelle tendance qui fait fureur sur les réseaux sociaux. Le concept est de dévoiler une liste de célébrités que l'on a bloquées sur les réseaux. Les internautes visent à dénoncer avec cette action l'indifférence des vedettes influentes face aux crises humanitaires, en particulier à Gaza. Ils condamnent les célébrités car elles ne se sont pas suffisamment exprimées sur les souffrances qui se déroulent à Gaza. Le boycott ou le blocage a commencé il y a environ une semaine à la suite du Met Gala le lundi dernier. Le contraste entre l'opulence et le côté fabuleux des célébrités et le début de l'opération militaire du gouvernement israélien à Rafah a suscité beaucoup d'inquiétude et d'indignation. Ce que nous constatons maintenant, c'est que les gens choisissent de bloquer des célébrités qu'ils aimeraient entendre davantage sur ce sujet. Il s'agit d'un large éventail de célébrités. Presque toutes les célébrités auxquelles vous pouvez penser sont probablement bloquées par quelqu'un, tant aux États-Unis que dans d'autres pays du monde. Cela s'inscrit dans la lignée de nombreuses manifestations auxquelles nous avons assisté, comme les manifestations sur les campus qui ont eu lieu le mois dernier. D'après le site Social Blade spécialisé dans les statistiques des réseaux sociaux, Selena Gomez a perdu plus d'1 million d'abonnés sur Instagram et Kim Kardashian en a perdu plus de 800 000. Blockout 2024 s'inscrit dans la lignée des manifestations pro-Gaza.